Deuxième partie de ce temps de parole, ce débat sous forme de temps de parole où on reçoit les deux candidats de la circonscription de Samuel, Mansour Kamardine et Ibrahim Bouenayri. Il nous reste beaucoup de sujets à aborder, on va essayer d'en faire un maximum. De faire plus court. On va attaquer avec Ibrahim Bouenayri sur le sujet de l'immigration clandestine. Mansour Kamardine, en 2000, signait une délibération contre l'immigration clandestine. Il combattait farouchement en tant que conseiller général l'immigration clandestine. Le document était particulièrement éloquent et saisissait les services de l'État. Rien n'a bougé véritablement. Depuis, ça s'est considérablement dégradé. Quelle est votre vision de la lutte contre l'immigration clandestine et en avez-vous une d'ailleurs? Comme tu l'as dit, est-ce que la délibération a été suivie d'effets? Voilà. Donc, quand on a une délibération, quand on a un texte de loi qui ne s'applique pas comme il faut, on arrivera à des situations catastrophiques comme on l'a aujourd'hui. Donc, le problème de l'immigration clandestine, ça ne devrait même pas exister si tout est mis en œuvre. Comment voulez-vous que les personnes qui vivent clandestinement à Mayotte arrivent à se faire régulariser un jour? Donc, dans cette situation, soyez-en sûrs qu'on n'arrêtera pas les gens de l'autre côté pour venir ici. Ils vont tous vouloir venir parce qu'ils savent qu'un jour ou l'autre, ils seront régularisés. En toute irrégularité, là, c'est pas... L'irrégularité, ce n'est pas au niveau des personnes qui demandent leur régularisation, mais c'est au niveau des services qui régularisent. Après, la France, c'est un grand pays, c'est un pays riche, qui connaît le trajet de toutes les tortues qui sont dans l'eau. Donc, je vois mal comment ils ne peuvent pas voir les Kwassa qui rentrent à Mayotte. Les tortues qui sont dans l'eau, ils sont connus. Il y a un endroit quelque part où vous demandez le trajet des tortues pendant une année, on arrive à aller. Donc, là, il manque une volonté. Une volonté de l'État. Peut-être les Maoris n'en parlent pas assez. Peut-être, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire. Mais il faudrait en parler davantage pour que l'État prenne conscience. Pour que l'État prenne conscience que ce service-là n'est pas en place. La loi n'est pas appliquée. La loi n'est pas appliquée. Il n'y a pas un service pour stopper l'immigration avec les entrées irrégulières à Mayotte. Donc, ce sont deux choses. Donc, vous prenez juste appliquer la loi et se donner les moyens pour l'appliquer. Voilà. Mansour Kamardine, je parlais de vous et de cette fameuse délibération, cette ordonnance d'ailleurs, si je ne m'abuse, de 2000, quand vous étiez conseiller général. Vous êtes à l'origine du premier plan Lagon avec Brigitte Girardin, qui la première, en tant que ministre, a parlé de fléau pour Mayotte. Vous, 17 ans plus tard, qu'est-ce que vous constatez et que comptez-vous faire? Un sentiment d'échec avec des politiques, des politiques en dents de scie. Quand vous avez un ministre de la République qui est censé justement de faire respecter la loi républicaine et qui fait le déplacement à Mayotte expressément pour venir inaugurer des bonnes fontaines destinées à l'immigration clandestine, Georges-Paul Angevin, vous ne pouvez pas espérer une jugulation de ce fléau. Quand vous avez des moyens mis à disposition qui ne sont pas entretenus, qui tombent en panne, je parle par exemple des vedettes, il y a 6 vedettes, quand vous en avez 4 qui tombent en panne au moment où le ministre de l'Intérieur passe, ça ne peut pas être une grande politique de lutte contre l'immigration clandestine. Quand vous avez des radars qui ne fonctionnent pas ou qu'on ne met pas suffisamment d'équipes tournantes pour assurer 24 sur 24 avec des moyens d'interception rapides dans le lagon, eh bien vous avez effectivement un boulevard ou une autoroute à haute voie et à sens unique qui part d'Anjouan pour arriver ici. Et enfin, effectivement, je suis d'accord avec Bouenayri quand il dit que c'est une question de volonté politique. La France est l'une des premières puissances maritimes au monde avec des bateaux et des moyens hautement sophistiqués pour assurer par exemple la sécurisation des bateaux qui traversent le canal de Mozambique. On ne peut pas, là, sur 70 km, on aurait été en Guyane, où il n'y a que 1 km ou 3 km de rivière, de fleuve, on aurait pu dire que c'est un peu difficile. Là, il y a 70 km. 70 km. Et les bateaux qui viennent, ce sont des bateaux de fortune. On apprend dans la presse ce matin
qu'il y a hier ou il y a 2 jours, la gendarmerie a intercepté un bateau avec un trafic de cigarettes et je crois aussi des trafics de stupéfiants derrière, enfin un transport de stupéfiants derrière. Il y a un problème. Et on sait tous que les moyens dont sont dotés la gendarmerie et la police nationale sont en deçà des besoins. Et c'est ainsi que quand les gens appellent, venez vite, je pense notamment aux gens de Bouini que j'ai visité récemment qui me disent que lorsqu'ils appellent la gendarmerie leur dit on n'a pas les moyens de pouvoir venir. Les véhicules sont en panne, les radars sont en panne, bref, il n'y a rien qui fonctionne dans les moyens destinés consacrés à la lutte contre l'immigration clandestine. Donc c'est une question de volonté politique. Il faudra qu'on se batte pour qu'effectivement ce fléau soit pris en compte. Vous savez, souvent on était étonné de la colère des Mahorais qui s'est exprimée à l'occasion des élections présidentielles. Quel est le seul département de France qui supporterait ce qu'on nous fait supporter ici, ce qu'on nous fait subir? Donc oui, moi je le redis encore, je veux que ça soit suffisamment entendu par le gouvernement, et quel qu'il soit. Nous ne pouvons plus accepter cette démission de 2 choses l'une, ou le gouvernement accepte d'assumer ses responsabilités. Et à ce moment, les Mahorais seront des grands républicains respectueux des principes républicains qui organisent la lutte contre les différentes infractions autres, ou alors l'État continue à démissionner. À ce moment-là, les Mahorais prendront leurs responsabilités. Et ce qui se passe, cette politique qui consiste à aller sanctionner les victimes, à les déférer devant les tribunaux et à les faire condamner, il faudra que ça cesse un jour parce que ce pays va se révolter. Excusez-moi de faire le relais direct avec l'immigration clandestine et l'éducation nationale, et pourtant il y a un lien direct. Si on ne jugule pas l'immigration clandestine, on ne pourra jamais avoir une éducation parfaite. Est-ce que c'est votre point de vue et quelle est votre vision de l'éducation à Mayotte? C'est encore un constat. On n'a pas besoin de dire est-ce que vous constatez ça ou ça c'est clair. Je me rappelle, en 1975, j'étais encore jeune. Au moment de la... Vous l'êtes encore. Merci. Mais rassurez-vous. Au moment de la séparation de Mayotte avec les Comores, la première politique qui a été mise en place, c'était l'éducation. Sans route, sans eau, sans électricité, les élus mahorais ont essayé de mettre des écoles partout. Comme quoi, c'était le fondement même d'une intégration dans la République. Et au fil des années, il y a eu des combats, il y a eu l'examen d'entrée en 6e qui a été supprimé, il y a eu des combats qui ont été menés pour que cette éducation soit de meilleure qualité, pour qu'on forme des hauts fonctionnaires, des techniciens, pour mener à bien ce département. Malheureusement, avec la démission, avec le constat qui vient d'être fait, on a ouvert nos frontières jusqu'à anéantir cette politique qui a été mise en place de l'éducation. Et maintenant, on le voit, les instituts, ils sont en grève la moitié de l'année. Non seulement les effectifs, ils sont ce qu'ils sont, ils ne sont pas aux normes. De plus en plus de contractuels. Voilà, de plus en plus de contractuels, parce qu'on a de plus en plus d'élèves. J'ai eu la chance de travailler aussi à l'éducation nationale. Je vous avais dit que je suis obsédé par les chiffres, mais je suis dedans. Ah non, donc, vous avez fait tous les métiers, hein, oui, je suis là-dedans. Au vice-lectorat, on était affolés quand les enfants de l'an 2000 allaient arriver en 6e. C'est là où vous avez vu des mobilhommes partout. Parce qu'on ne savait pas d'où venaient ces enfants. Ils étaient en école primaire, il y en a qui sont arrivés en CM2, il y en a qui sont arrivés en CM1, et au bout de 2-3 ans, paf, on s'est obligé de mettre des mobilhommes et de faire de donner une éducation au rabais, ce qui nous handicape. Parce que quand on a une éducation au rabais, ça veut dire qu'on ne va pas lutter à armes égales avec les métropolitains, en fait, ou bien les autres enfants des autres départements, pendant que, de l'autre côté, ils bénéficient des faveurs de la coopération régionale ou notamment pour former des hauts cadres. Des ONG, de l'Europe. Voilà, ils bénéficient de facilités. Je vais prendre l'exemple des médecins. De l'autre côté, ils ont des facilités pour passer les écoles de médecine. On leur permet de faire ça avec leur nationalité comorienne. Une fois devenus médecins en France métropolitaine, ils ressortent leur passeport français.
et ça leur permet de venir exercer. Et aujourd'hui, on se trouve handicapé et c'est une politique qu'il faut très vite s'attaquer à ce que l'éducation, c'est pas mettre les gens dans les écoles, mais c'est avoir des gens formés, des gens capables d'exercer des métiers de haut niveau. Donc actuellement, il faudrait bien que les Mahorais se rendent compte qu'on leur a fermé les portes des grandes écoles, les portes des grandes écoles, et on les a ouvertes de l'autre côté pour le peu de gens qui ont les moyens de... Parce que les bourses de coopération régionale, c'est encore les binationaux qui les profitent. Ce sont les enfants des parents bien haut placés qui profitent, et on risque d'avoir de remords à se faire dans quelques années. Mansour Kamardine, votre vision? Juste peut-être rectifier par rapport à ce qu'il dit, ce ne sont pas des bourses de la coopération régionale, mais des bourses de la coopération bilatérale, d'État à État. Sinon, l'éducation nationale, la situation elle est connue. Il naît à Mayotte chaque jour plus de 30 enfants par jour. Une salle de classe. Plus d'une salle 365 salles de classe. Les Mahorais n'en peuvent plus. Les Mahorais ne veulent plus supporter ça. Les Mahorais considèrent qu'ils ont suffisamment d'écoles, que ces écoles doivent être ouvertes en priorité à leurs enfants. Donc, mais la France a décidé, et c'est tout à son honneur, a décidé de rendre d'étendre à Mayotte l'obligation scolaire. Qui décide paye. Il faut 1 milliard. Moi, je crois qu'il faut, absolument obtenir de l'État qu'effectivement, on étanchifie l'accès à Mayotte, parce que qu'est-ce qui se passe? Tous les soirs, on vient déposer sur les rivages de Mayotte un certain nombre d'enfants, notamment à la veille de chaque rentrée. Si on arrive à stopper l'entrée illégale et irrégulière à Mayotte, il n'y aura pas déjà ce phénomène. Deuxièmement, il faudra, je pense, faire en sorte qu'on crée ici un rectorat. Il faut qu'on transforme Mayotte, le vice-rectorat, en rectorat. Ça veut dire des moyens beaucoup plus conséquents, l'accès à un certain nombre de dispositifs qui ne sont pas aujourd'hui étendus à Mayotte. Il faudra repenser cette école, faire en sorte que l'école, nos enfants, parce que c'est aussi une question d'égalité des chances, nous ne pouvons plus continuer des écoles surchargées à 36. Ce ne sont pas des écoles, il faut que les Mahorais en soient conscients. Moi, je veux qu'à travers cette élection, il y ait cette conscience qui soit prise, parce que demain, il faudra démontrer aussi nos muscles pour que l'État nous entende. Donc, nous ne pouvons plus accepter qu'il y ait 36 gamins dans une classe. Au moment où on réfléchit en métropole, de mettre des gamins, 12 élèves dans une classe. Donc, il faudra arriver à ça, comme il faudra construire l'université, et que cette université, aujourd'hui on a une université où les jeunes Mahorais n'y ont pas accès, parce qu'il n'y a pas suffisamment de classes, parce qu'on est ouvert. C'est très bien de s'ouvrir au pays de la zone, mais c'est tout aussi mieux que les jeunes Mahorais puissent aussi y avoir accès. Donc on a tout à refonder. En réalité, nous n'avons pas d'école à Mayotte, nous avons des crèches qui prennent les gamins de 3 ans, des garderies. On prend des enfants de 3 ans jusqu'à 17 ans pour ne pas les laisser dans la rue, parce qu'on a peur de la violence, de la réaction des parents. Eh bien, il faudra qu'à un moment cette violence s'exprime si l'État ne veut pas nous entendre. Après le mot de la fin, messieurs, il vous reste 30 secondes chacun. Voilà, après il faudra, moi, en fait, il faudrait, tant qu'on ne prend pas dans la poche de l'État, je pense que l'État, il va continuer à faire ce qu'il faut. C'est pour ça que moi je dis, très vite, l'indexation à 53% doit être un fait pour les enseignants. Mais on ne doit pas s'arrêter là. Compte tenu des difficultés qu'ont nos enseignants sur leur travail, qui n'a rien à voir avec ce qu'il faut en métropole, une prime de fin d'année doit être aussi mise en place. Comme ça, l'État il verra que sortir de l'argent de sa poche à cause des choses qui n'ont pas été faites, de ces défaillances. À cause de ces défaillances, ça permettra de réfléchir un petit peu. Donc maintenant on arrive à la phase en 30 secondes. On va commencer par vous, puisqu'on a commencé par vous ce deuxième temps de parole. En 30 secondes, ce sera la même question pour chacun. C'est votre dernière phrase sur Kwesi pour les électeurs. Non, pour les électeurs, je vais seulement leur dire que voilà, on arrive à la fin de cette campagne. Je veux surtout remercier l'ensemble des candidats qui ont été respectueux. On a eu un respect mutuel entre les candidats. Il faut continuer à aller dans ce sens. C'est ça qui va faire agrandir Mayotte.
parce que nos électeurs attendent plus de nous d'un travail et surtout d'un travail après les élections. Le travail, ce n'est pas pendant les élections uniquement, après les élections. Donc moi, dimanche, je serai élu et dès lundi, je chercherai mon ami Mansour Kamardine. On va travailler ensemble, main dans la main. Il n'y a pas de raison. Mansour. Oui, merci. Je voudrais dire aussi, porter témoignage du fait que nous avons eu effectivement, notamment M. Baneri et moi, une qualité de débat respectueux de l'un de l'autre. Et je crois que ça mérite d'être salué parce que ça n'a jamais été tout le temps le cas par le passé avec d'autres adversaires et je m'en réjouis. Sinon, dire aux Mahorais que notre pays va mal. Notre pays va mal, il a besoin d'expérience, il a besoin de lobbying, il a besoin de stratégie. Et sur toutes ces questions, je me suis préparé, je suis prêt avec Rahati Tadjidine. Dire enfin que quand on n'a pas l'école, quand on est dans une insécurité, quand on n'a pas d'emploi pour les jeunes, quand on n'a pas de développement économique, de grands chantiers tels que, comme je le pense, l'amplification de l'aéroport, de l'aérogare, éventuellement, des routes, pas éventuellement, des routes du haut débit. Sur toutes ces questions, nous avons besoin de progresser. Ça fait 10 ans que nous sommes à l'arrêt. Il faut que nous partions. J'appelle les Mahorais et les Mahorais de m'accompagner dimanche pour m'envoyer à l'Assemblée de façon à ce qu'il y ait une voix forte qui porte et une voix qui soit suffisamment entendue pour progresser. Merci messieurs pour ce débat de très bonne tenue et pour le respect mutuel que vous vous êtes accordé. Je vous félicite, vraiment, bravo. Je vous remercie encore. C'est la fin de ce temps de parole.